Bien, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Je vais vous inviter à vous asseoir, à vous installer. On va commencer sans plus attendre. Merci beaucoup. Je vais demander à tous et chacun une extrême discipline que nous n'avons pas eue dans le respect de notre propre timing. Donc merci d'être indulgents et de nous aider à rattraper le temps. Alors je fais simplement les annonces pratiques. Ne déconnectez pas vos smartphones, n'éteignez pas vos portables. Vous pouvez utiliser vos tablettes. Voilà, vous êtes à Ruralitique. Bienvenue au château de Vixouz, bienvenue à cette 10e édition. Sans plus attendre, je vais demander au cofondateur de cette manifestation de nous rejoindre sur scène, en l'occurrence monsieur Vincent Descoeurs, que je vous demande d'applaudir. Bien, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, j'ai compris que, compte tenu de l'horaire de début de cette manifestation, je devais faire assaut de brièveté, je vais donc m'y employer. Je voudrais tout de même, d'abord mes premiers mots seront pour vous, Madame la Ministre, pour vous remercier d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette 10e édition de Ruralitique. Nous y sommes très sensibles. Bienvenue dans le département du Cantal, sous un soleil qui est notre quotidien. N'en déplaise à ceux qui étaient à la précédente édition pour laquelle il y avait eu un fâcheux contretemps, c'est le cas de le dire. Souhaitez la bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, celles et ceux qui peut-être découvrent le Cantal à cette occasion, et puis, et c'est une mention particulière pour eux, des visages connus, c'est-à-dire beaucoup d'entre vous qui, parfois depuis la première édition, et pour beaucoup depuis plusieurs éditions, eh bien, n'ont pas hésité à interrompre un peu, à raccourcir leurs vacances d'été pour se retrouver dans le Cantal depuis maintenant 10 ans pour, à l'occasion de ce congrès, échanger sur l'environnement numérique et les intérêts que nous pourrions avoir les uns et les autres à partager nos expériences. À cet instant, je voudrais, je ne sais pas si Serge Pellicer est ici, mais je voudrais rendre à César ce qui lui appartient. Et aujourd'hui, Serge Pellicer nous accueille, nous ouvre les portes de son château, mais j'ai le souvenir ému de notre rencontre, il y a de cela 11 ans maintenant, lorsque, à l'occasion d'un forum européen de l'administration électronique, voyez-vous, j'avais été amené à témoigner au titre de ce que nous faisions dans le cadre de notre plan cybercantal, et Serge Pellicer n'avait pas hésité à imaginer qu'il puisse y avoir un format rural de ces rencontres. Et c'est comme ceci qu'est né Ruralitique. Et Ruralitique, c'est une formidable aventure collective. Et chacun et chacune d'entre vous, partenaires institutionnels, privés, passionnés, élus ruraux qui avaient, dès le début, manifesté votre intérêt, c'est à vous que revient le plaisir de souffler ces 10 bougies. Et si je devais juste faire un constat, il s'est passé beaucoup de choses depuis ces 10 années, en particulier dans le Cantal et en Auvergne, puisque, au travers d'un partenariat très étroit, nous avons embrassé un ambitieux projet qui devrait nous amener à pouvoir proposer du triple play à tous les Cantaliens, quel que soit leur lieu de résidence, dès la fin de l'année 2017, et puis à terme à pouvoir, en 2025, assurer l'accès à la fibre de 3 foyers sur 4, ce qui, pour un département rural, était au début, aux prémices de Ruralitique, quelque chose que nous n'osions pas imaginer. Voilà, j'ai promis d'être bref aux organisateurs, je vais donc m'effacer. Simplement un dernier mot pour vous dire que j'ai l'intime conviction, au regard du nombre et de la qualité des participants, que peut-être qu'au bout de 10 ans, eh bien, Ruralitique s'impose comme un rendez-vous peut-être encore plus incontournable qu'au début, puisque chacune et chacun d'entre vous ont pu profiter de ce partage d'expérience, et ce qui nous permet de faire évoluer notre environnement. Et puis nous ne sommes pas au bout du chemin, il faut encore que ces territoires ruraux se fassent entendre pour pouvoir bénéficier pleinement des usages du numérique qui sont pour nous la garantie de perspectives de développement tout à fait intéressant. Mesdames, Messieurs, bon séjour dans le département du Cantal. Aurillac fut autrefois la capitale du parapluie, c'est désormais celle de l'ombrelle. Au revoir.
Merci, je vais saluer un peu collectivement, saluer Madame la Ministre, saluer Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les Présidents. Je suis très heureux que Jean-Jacques Kéran soit avec nous aujourd'hui. Vous savez, on co-construit cette future région Auvergne-Rhône-Alpes depuis 1 an maintenant. On approche du terme, donc je vais m'effacer dans quelques temps et laisser à d'autres, et notamment à Jean-Jacques, le soin d'aller plus loin. Bienvenue donc à Auvergne, dans le Cantal en l'occurrence, sous le soleil, mais c'est vrai qu'il y avait une revanche à prendre, parce que l'année dernière, on recevait de la pluie tous les jours, et même à travers le toit, mais c'était pas sous ce chapiteau, c'était un peu plus haut. Donc il y avait, Monsieur Pélissière avait à compenser la météo de l'année dernière. C'est fait, et je vous en remercie. Plus sérieusement, pour aller vite, vous êtes, vous le savez, dans une région qui a fait du numérique le levier principal de son développement compte tenu des caractéristiques de ce territoire, à la fois certes industriel avec Clermont, mais également extrêmement rural. Mars 2009, première région entièrement couverte haut débit, premier prix européen pour cela, déjà en partenariat région-département-État. Puis nous avons poursuivi aussi vite que nous le pouvions, et en l'occurrence c'est plutôt les textes qui n'étaient pas au rendez-vous. Donc là je m'adresse un peu à Madame la Ministre, parce que les textes sont toujours en retard par rapport au progrès et à la capacité à tirer le plus grand parti de ce progrès. Juillet 2013, donc nous avons lancé notre opération très haut débit, sous forme de partenariat public-privé, dont le titulaire est Orange, le tout piloté par une régie régionale, qui est la seule existante en France pour l'instant dans ce domaine. Je passe les détails. Le déploiement se fait à bonne vitesse, puisque nous sommes près de 4% au-dessus de notre planning. Nous avons actuellement livré 46 000 prises optiques au 31 juillet. Donc, de ce point de vue du déploiement, les choses vont bien. Objectif, 100% de la population auvergnate avec un triple play à 8 mégas fin 2017, ça a été dit, je le répète, mais il y aura déjà 42% des Auvergnats qui seront couverts par la fibre optique avec les débits qu'elle permet. Deuxième étape que nous venons d'affermir juridiquement 2017-2021, nous allons passer à 65% de la population couverte par la fibre optique. Il restera à la future région à décider de la dernière étape, je ne vois pas comment elle pourrait faire autrement d'ailleurs, 2021-2025 pour arriver à 76% de la population en fibre optique, les autres étant couverts par les technologies alternatives. Donc je considère que, en soulignant au passage que l'État nous a beaucoup accompagnés quand même, 50 millions d'euros de subventions sur la première tranche 2015-2017, 57 millions d'euros dans le contrat de plan État-région pour la suite, il n'y a pas à se plaindre. Donc l'État, il est là aussi quand il le faut. Mais je considère que le problème des infrastructures est réglé, en tout cas intellectuellement, il est réglé, et juridiquement, il est réglé, économiquement, il est réglé pour nous. Donc nous sommes à fond sur les services et sur les usages, et évidemment, ça c'est un point très important. Et si je l'évoque à l'instant, c'est parce que le champ des usages que permet le numérique est considérable, et comme nous sommes à ruralitique, autrement dit, le développement du rural par les nouvelles technologies qui sont plus tout à fait nouvelles, eh bien, il faut évoquer cela. Je dirais que les territoires ruraux, je les parcours tous les jours comme président de région, j'entends des élus, je les entends pleurer, le plus souvent. Rien ne va. Diminution des DGF, même quand c'est pas vrai, mais bon, globalement, il y a une diminution des recettes. On est abandonné, etc., etc. Mais moi, je tiens un langage inverse. Parce qu'on change d'époque. Et qu'on est dans la troisième révolution industrielle, qu'on est dans la révolution du numérique, et que les ruraux n'ont jamais eu, à mes yeux, autant de chances de se développer qu'en prenant à bras-le-corps le potentiel du numérique. Donc il ne faut pas pleurer, il faut dire qu'est-ce que je peux faire. Et donc la région a essayé d'amener tous ces élus d'Auvergne à qu'est-ce qu'on peut faire. Et on l'a fait à travers nos contrats de territoire Auvergne Plus, qu'on a préparés à marche forcée. Le 10 juillet dernier, ils ont été adoptés pour toute la région par le conseil régional. Je les signe au fur et à mesure maintenant jusqu'à la mi-octobre. J'en ai signé un la semaine dernière, un hier. Et pourquoi? Nous avons demandé à tous les territoires
sur leur projet de développement, d'inclure automatiquement les usages du numérique. Pas d'inclusion des usages numériques, pas de subvention de la région, donc pas de contrat de territoire. Alors évidemment, au début, ils ont levé les bras au ciel, comment mon gymnase de la piscine, le gymnase et la piscine, c'est un peu fini pour nous, hein. Bon, maintenant, c'est savoir, quand vous avez une déprise démographique, comment je fais pour aller de l'avant. La piscine, c'est sympathique, mais ça ne changera pas les choses, et le gymnase non plus. De toute façon, vous en avez déjà un, ou déjà une. Donc, on les a aidés, ces territoires, en organisant par pays des laboratoires, des Fab Labs, avec une ingénierie régionale, les élus autour de la table, sur l'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur la santé, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur le développement économique, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur la démocratie territoriale, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a les résultats, on est en train de les toucher à travers ces contrats de territoire. Et nous avons d'ailleurs permis à tous nos territoires, sur le volet numérique, dans les 3 ans qui viennent, parce que les contrats sont de 3 ans, de faire évoluer, lorsqu'il s'agit d'utiliser le numérique, encore leurs projets et en leur fournissant constamment une ingénierie, c'est-à-dire les aider, les accompagner dans le savoir-faire. Voilà ce que je voulais vous dire en ouverture. J'espère qu'on aura l'occasion, en tout cas d'autres que moi, car je ne resterai pas très longtemps avec vous, de développer cela. Je considère que le numérique est le levier majeur de développement des territoires ruraux, et que se lamenter en disant « c'était comme ça hier, c'est plus comme ça aujourd'hui », ça ne sert à rien, parce que de toute façon, aujourd'hui n'est pas comme hier, et demain sera encore moins comme aujourd'hui. Donc il faut utiliser la mutation qu'impose le numérique, et je souhaite que Ruralytic permette de contribuer à cette évolution. Bon congrès. Et nous accueillons également sur Ruralytic un territoire invité d'honneur, qui est le Pays Perche en Eure-et-Loire, qui s'illustre par sa stratégie numérique territoriale. Et j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Pierre Jalot, qui est le président du Pays Perche en Eure-et-Loire. Merci. Madame la ministre, monsieur le préfet, messieurs les présidents, chers élus, chers collègues, chers amis, je suis l'un des vôtres pour représenter ici le terrain, le territoire, qui est en parfaite adéquation avec ce qu'ont dit le président Decoeur et le président Souchon, est là pour, au titre des pays de France, dont je suis vice-président délégué, vous montrer à quel point ces propos s'articulent avec une cohérence totale et viennent ici illustrer par un stand que vous pourrez visiter quelques exemples modestes de nos réalisations. Merci à vous Sébastien de bien avoir voulu nous considérer comme territoire mis à l'honneur. Nous y sommes très sensibles. Je ne serai pas long puisque l'essentiel est d'écouter et de comprendre ce que nous avons pu faire et le partager avec vous, car c'est bien là l'esprit de Ruralytic. Partager les bonnes pratiques, c'est donc l'essentiel. Pour ma part, je dirais juste que le rôle des pays que je représente ici, en tant que vice-président, est important. Je le rappelle juste, j'en rappelle 3 points. Premier point, c'est que nous sommes 280 pays en France, qui représentent plus de 80% en termes de couverture géographique du territoire. Fort surtout de la volonté ascendante de permettre à des élus de se concerter sur une stratégie, une vision à terme, un projet commun, une coordination des actions, une mutualisation des moyens qui ne soit pas imposée d'en haut. Il n'empêche que la loi NOTRe, nous allons, Madame la Ministre, l'appliquer. Mais nous ne sommes pas majoritairement fervents de ce qui vient d'en haut, hormis votre soutien. Donc ici, en conséquence, je crois aussi être l'expression très modeste de mes amis, à vous dire qu'il y a une chance pour nos territoires. À travers l'évolution que la loi MATPAM en janvier 2014 a permis de faire, en légitimant les pays comme pôles territoriaux, c'est-à-dire PETR, pôle d'équilibre territorial rural. On n'oppose plus la ruralité à la ville. On dit juste, face à la métropolisation, la ruralité a besoin, et les territoires, parlons plus de territoire que de ruralité, ont besoin de cette reconnaissance de l'État, des moyens, des soutiens. Car l'innovation, elle est là. Nous n'allons pas, en termes de numérique, prétendre avoir un plan qui guide tout, puisque l'essentiel des forces vives de ce domaine d'activité, ce sont des start-up, ce sont des gens qui, des géotrouve-tout, des gens qui, au quotidien, vont nous inventer. Demain, notre rôle, c'est de canaliser cette énergie, de l'accompagner, et pas de faire les schémas dont nous sommes, hélas,
trop habitués. Donc le rôle des pays, vous le voyez bien, c'est un projet, fédérer les acteurs, quelle que soit l'organisation des EPCI, des communautés de communes, elles ont un destin commun sur un territoire identitaire fort. Merci, Président du Pays d'Aurillac, de symboliser cet exemple vivant aujourd'hui, concret. Je voulais juste vous dire 2 mots de cette stratégie qui nous a valu l'honneur d'être présent à ce congrès. L'opération s'appelle stratégie Perche-Eure-et-Loir 2.8. Réalité augmentée. Réalité augmentée. Oui, c'est un mot qui nous incite à nous dire que nous sommes dans un espace de projet, la e-santé, la e-formation. Tous ces thèmes-là ont fait l'objet d'ateliers que nous avons programmés en début d'année, qui ont recueilli 120 participants et là permis d'élaborer et sortir 100 projets, plus de 100 projets, tous éligibles au financement LEADER, car nous avons mené de pair cette réflexion stratégique avec les procédures de financement européennes pour encourager l'innovation. Et aujourd'hui, fort de stratégie, il est vrai que nous avons déjà créé, par exemple, une Wild Code School, la première école en France qui permet de former des codeurs en moins de 6 mois et qui sont totalement opérationnels pour des startups et des entreprises. Avec Sébastien Cotte, qui nous a énormément aidés, mais on peut lui faire quand même un compliment, on n'en fera qu'un, celui-là, c'est de nous avoir aidés à animer ces ateliers, car après tout, tout doit venir de la population. Or, les conseils de développement qui caractérisent les pays permettent à la population de s'exprimer, d'exprimer les attentes et les besoins. Pour une fois, nous les élus ne sommes pas condamnés à tout trouver tout seuls. Je suis juste donc ainsi là pour vous dire de soutenir, bien évidemment, Madame le Ministre, merci beaucoup, cette transition numérique que peuvent porter les pays parce que ce sont des territoires de projet et pas de gestion. Et donc, aucun territoire n'est aussi bien placé, me semble-t-il, pour véhiculer cette mutation. Je remercie donc les organisateurs. Je vous invite surtout à venir nous rendre visite pour vous expliquer 1001 réalisations qui sont déjà là, en moins de 6 mois, opérationnelles, et prêts à échanger avec vous pour que tous ensemble, on soit plus forts, que l'émanation de ces bonnes volontés, de cette innovation du terrain, se fasse une réussite globale de nos territoires dont on pourrait être fier. Donc merci à Ruralytic de m'avoir permis d'être l'expression, j'imagine, de vos volontés, de vos ambitions. En tous les cas, merci aussi à nos fidèles accompagnateurs que sont la région. Merci Président, messieurs les présidents, mais également l'État, le Conseil départemental, l'Europe. Je crois que c'est bien une illustration, ce chantier où on n'a plus rien à prouver entre nous qui est le meilleur. L'avenir, vous l'avez dit Président, il est devant. Alors, bon vent à Ruralytic pour nous y conduire. Merci Jean-Pierre Jalot. Alors, comme dit une de vos compatriotes, je suis tellement content de vous accueillir aujourd'hui pour cette 10e anniversaire de Ruralytic. Et j'aimerais vous accueillir sur scène et voilà, pour que vous puissiez partager votre conviction qui, depuis le début de votre mandat, consiste à dire le numérique pour tous, partout et par tous. Merci. Chers amis, bonjour à tous. D'abord, merci de votre accueil. Il est très chaleureux au sens propre comme au sens figuré du terme et c'est un plaisir réel et sincère que d'être ici. Ce plaisir, il est d'autant plus fort qu'il avait été un peu frustré l'année dernière, non pas parce que j'avais anticipé la pluie et que je trouvais qu'il ferait meilleur de venir cette année, mais parce que à peu près jour pour jour, je crois, nous étions en plein remaniement ministériel et pendant que vous discutiez du numérique et de la ruralité, eh bien, moi, j'errais dans les couloirs de Bercy avec mon équipe en regardant s'installer des bennes destinées à détruire des papiers officiels et en regardant la télévision pour écouter les annonces de la future composition du gouvernement. Voilà, donc je suis très heureuse aussi pour cette raison d'être parmi vous parce que si je fais un retour en arrière et que je regarde ce que j'avais prévu de dire il y a un an en venant à votre rencontre, je me rends compte que en dépit des frustrations quotidiennes, de la volonté d'avancer plus vite, de la lutte contre une certaine technostructure, du sentiment de ne pas toujours être en capacité d'être à la hauteur des attentes très fortes de nos concitoyens sur le numérique, bien les choses ont avancé. Les choses ont avancé dans une dynamique qui est positive et qui est largement partagée par l'ensemble
des territoires chez nous. C'est le cas du THD, du très haut débit, parce que non seulement le plan a été lancé avec succès, mais que la majorité des territoires s'y sont mis, et que grâce à une jurisprudence et à l'observation des expérimentations locales, nous avons pu modifier le cahier des charges du plan France très haut débit. C'est aussi le cas parce que, enfin, le sujet de la couverture mobile, notamment dans les territoires reculés, fait désormais partie intégrante de la politique du gouvernement. C'est le cas parce que la thématique de la médiation, de l'intermédiation par les tiers-lieux, de l'accompagnement à la découverte et à l'utilisation des usages et des services du numérique, eh bien, fait son petit bonhomme de chemin. Et j'en veux pour preuve le fait que, pour la première fois, est inscrit à l'ordre du jour de Ruralytique une table ronde, une séance consacrée au tiers-lieu. C'est vrai aussi parce que tout le monde comprend désormais que dans la French Tech, il y a l'agritech et que innovation et numérique vont ensemble, iront de plus en plus de pair, et que c'est là un sujet très porteur d'espoir pour le monde agricole français, etc., etc. Donc finalement, c'est un message d'optimisme que je suis venue partager avec vous. Antoine de Saint-Exupéry, que j'aime beaucoup, disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Donc tous ensemble, cet avenir qui se construit par le numérique, nous le rendons possible. Comment ? Eh bien, en renouvelant la ruralité. Je crois que le numérique, je le dis en toute modestie, parce que c'est un projet qui est porté collectivement, n'a jamais fait l'objet d'une telle attention par un gouvernement. J'en veux pour preuve, par exemple, la tribune publiée hier par le Premier ministre, que vous avez peut-être eu l'occasion de lire, qui décline la politique gouvernementale. Eh bien, la priorité économique, mais aussi sociétale, qui se dégage, c'est le numérique. Aujourd'hui, notre monde se trouve face à deux défis majeurs qui emportent une transformation économique, sociale, sociétale, je dirais même anthropologique, voire éthique, de notre manière de produire, de consommer, de vivre en société. C'est la transition écologique et c'est la transition numérique. D'ailleurs, les deux vont de pair. Nous sommes très mobilisés pour préparer la COP 21 qui aura lieu à Paris à la fin de cette année, et donc accompagner pour un développement plus durable la transition écologique. Eh bien, le défi qui nous occupera peut-être plus encore l'année prochaine, c'est la transition numérique. Alors, comment renouveler la ruralité par le numérique? René Souchon l'a très bien dit, le numérique, c'est une chance extraordinaire pour les territoires ruraux. Il ne suffit pas de le dire, mais de constater que souvent la créativité, l'invention, l'expérimentation dans le domaine du numérique, elle vient des territoires ruraux, et les villes, peut-être trop gâtées, ont beaucoup à apprendre de ce qui est mis en place dans ces territoires. Et c'est le message que je porte au sein du gouvernement. Alors sur des sujets plus périphériques, comme par exemple la réforme de l'ICANN, quel rapport allez-vous me dire avec Ruralytique? Eh bien, quand on défend une réforme de l'organisme privé situé à Los Angeles qui attribue les noms de domaines sur Internet, notamment sur les .20 et les .wine, eh bien finalement, c'est le monde rural, ce sont les terroirs, c'est un certain art de produire en France que nous défendons. C'est une diversité dans l'alimentation et une richesse culturelle. Et d'ailleurs, la bataille du .20 et du .wine, elle a été gagnée. La réforme de l'ICANN, c'est un long processus, mais il faut s'en réjouir. Alors, la première action, c'est, et cela reste, celle de l'accès de tous au réseau. Pourquoi? Parce que c'est une question d'égalité entre les citoyens, d'égalité entre les territoires. C'est finalement le b.a.-ba du logiciel de la République. Mais aujourd'hui, les chiffres peuvent inquiéter. 20% des lignes ne permettent pas de fournir un service minimal qui réponde aux besoins actuels, ça, pour la vidéo en ligne, pour l'accès au triple play, pour le téléchargement, pour les activités professionnelles qui sont de plus en plus consommatrices de bornes passantes.
Et puis ces lignes, elles sont souvent en zone rurale. Et cela constitue une sorte de double peine, et c'est d'ailleurs vécu comme tel pour les populations, pour les entreprises concernées, alors même que 2/3 des emplois industriels se situent dans les espaces périurbains et dans les espaces ruraux. C'est donc un enjeu d'égalité des territoires, mais aussi un enjeu économique qui est face à nous pour s'assurer que le déploiement des réseaux s'effectue de manière égale sur l'ensemble du territoire français. Donc assurer cette égalité, c'est l'ambition du plan France Très Haut Débit. Il y a 18 mois, je vous aurais dit que c'était un pari sur l'avenir. Aujourd'hui, c'est quasiment une affaire qui roule. Pourquoi? Parce que d'ici la fin de l'année, là, j'espère la totalité, sinon la quasi-totalité des départements français auront déposé des dossiers de demande de subvention auprès de la mission France Très Haut Débit. Alors certains sont parmi les premiers précurseurs, très bons élèves. Il faut naturellement citer l'Auvergne, mais l'impatience est si grande que finalement, souvent, ce sont les bons élèves qui sont punis par leurs administrés, puisque le niveau d'attente est encore plus élevé qu'ailleurs. Mais aujourd'hui, ce sont 74 projets de collectivités qui ont été présentés déjà pour bénéficier d'un financement de la part de l'État, et ce sont 87 départements qui, de manière certaine, bénéficieront d'une couverture en très haut débit d'ici 2022. Et les projets sont souvent très ambitieux et se chiffrent à hauteur de centaines de millions d'euros, voire sur une période de 15 ans dépassent le milliard d'euros. C'est un chantier d'infrastructure inégalé dans l'histoire récente de notre pays, mais je dirais aussi inégalé en France, ne serait-ce que par le modèle de gouvernance qui a été choisi, qui est une association du secteur public et du secteur privé, et au sein du secteur public, le choix qui a été fait de laisser l'initiative aux collectivités locales, donc de leur faire confiance et de les accompagner. Cette démarche, elle est assez nouvelle dans la culture de l'État. Il s'agit de justement ne pas être centralisateur, ne pas être bureaucratique, de s'attacher au plus près des besoins exprimés par les territoires et de les accompagner. C'est d'ailleurs la mission de l'Agence du numérique qui enfin est créée et dirigée par Antoine Darod, qui sera présent parmi vous demain. Alors, comment accompagner les territoires au quotidien? Eh bien, par exemple, en modifiant le cahier des charges du plan France Très Haut Débit, ce qui a permis de faire primer le principe de réalisme pour accepter notamment, dans les demandes de subvention, le mix technologique et la montée en débit comme étape intermédiaire avant l'objectif ultime qui, lui, n'est pas changé, qui est le recours à la fibre optique pour assurer le meilleur débit possible à tous. Cette modification du cahier des charges, elle est intervenue récemment. Alors, le rôle de l'État dans ce schéma finalement très français de structuration des territoires avec une collaboration qui, lorsqu'elle marche, peut être optimale, eh bien, le rôle de l'État, c'est de donner de la sécurité à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient collectivités locales, investisseurs, opérateurs et bien sûr citoyens, et puis de donner de la prévisibilité aussi. Nous avons donc sécurisé les crédits du plan France Très Haut Débit dans la loi de finances 2015 pour accompagner cette montée en charge de la part des collectivités. Dans la loi activité, croissance et activité, votée récemment, nous avons adopté des dispositions pour éviter que les collectivités tentées ne se livrent à un dumping par les prix sur les tarifs d'accès à leur réseau qui se serait fait certainement au bénéfice des mieux dotés et au détriment de l'objectif d'aménagement du territoire. Et puis, nous avons aussi complété par la loi les obligations de fibrage des logements pour accompagner les déploiements. Donc, cela permet une meilleure visibilité. C'était aussi le sens de la rédaction et de la remise d'un rapport qui était le rapport rédigé par Paul Champsor sur la transition du cuivre vers la fibre, et nous avons intégré là aussi dans la loi un nouveau statut de zone fibrée qui donne un horizon pour les collectivités qui voudront et qui devront à terme basculer des réseaux de cuivre vers les réseaux
fixés. Et qui dit visibilité dit transparence. Et je constate que le ressenti de la population sur le niveau de connexion et la qualité des connexions est très différent des chiffres présentés par les opérateurs et par le régulateur qui est l'ARCEP. Alors on peut rappeler la méthodologie, on peut rappeler les bons résultats théoriques en couverture de notre pays. Ils sont relatifs au niveau européen au jour d'aujourd'hui et surtout ils sont vécus de manière très différente par nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle, dans le projet de loi numérique qui est désormais prêt à être présenté en Conseil des ministres, eh bien, il y a une disposition qui impose l'open data, l'ouverture des données concernant la qualité de couverture pour les opérateurs de téléphonie. C'est aussi pour préserver la capacité d'anticipation des collectivités que nous avons demandé aux opérateurs privés, à Orange et à Numéricable SFR, de clarifier leurs intentions de déploiement et de les décliner localement en conventionnant systématiquement avec les collectivités concernées. D'ailleurs, la méthode est nouvelle. Chaque mois, nous recevons à Bercy, avec Emmanuel Macron, l'ensemble des représentants des opérateurs pour assurer un suivi au plus près de l'avancement de leurs engagements. Il ne doit plus y avoir, d'ici la fin de cette année, une zone AMI, mais bien un ensemble de zones conventionnées entre opérateurs et collectivités. Alors, j'ai indiqué, et vous le savez, que la question de la couverture mobile était entrée dans les objectifs du déploiement du numérique. Il était temps, c'est entré par la grande porte pour la première fois puisque c'est désormais inséré dans la loi. C'est la première fois que les opérateurs de télécommunications ont une obligation légale de couverture mobile du territoire. Et donc le programme qui a été mis en place doit permettre d'achever la couverture des dernières communes sans service mobile d'ici la fin de 2016 et de couvrir les 2200 communes qui sont privées d'Internet mobile d'ici la mi-2017. Et puis, nous mettrons aussi à disposition un guichet qui est en cours d'organisation, toujours au ministère de l'Économie, pour, au plus près des besoins identifiés par les collectivités locales, répondre aux urgences les plus pressantes lorsqu'il s'agit de couvrir des sites qui soient des regroupements d'entreprises, des sites touristiques, des maisons de santé par exemple, etc. Donc je crois que nous avons là répondu et nous allons répondre rapidement à une demande très forte de la population qui, il y a encore 5 ans, voulait de l'Internet fixe et qui, aujourd'hui, exige une connexion mobile. Alors, je vous ai beaucoup parlé d'infrastructures, mais finalement, effectivement, tout roule ou à peu près sur le sujet des infrastructures et en tout cas, le suivi est totalement assuré. Désormais, l'accent doit être mis sur les services et sur les usages. Nous discutions à l'instant de tous les usages possibles en télémédecine, en prévention du diabète, des maladies cardiaques, dans la e-éducation pour personnaliser l'offre pédagogique au plus près des besoins des élèves, dans la e-administration, non seulement pour dématérialiser les services publics, mais aussi là pour apporter une offre qualitative qui soit meilleure, pour l'infini des usages possibles est une réalité pour bon nombre de collectivités. Mais j'ai décidé d'inscrire dans le plan très haut débit l'obligation pour les collectivités qui demandent un financement de la part de l'État de déployer aussi une stratégie en matière de déploiement des usages. Et puis nous avons renforcé la mission usages et services numériques au sein de l'Agence du numérique pour essayer de répondre à un problème constaté très concrètement sur le terrain, qui est que souvent les expérimentations et les initiatives prises sont excellentes, mais elles sont très méconnues,
d'un territoire à l'autre et elle souffre d'un problème de généralisation. Et derrière la généralisation, bien souvent, de financement. Donc l'une des missions de l'Agence du numérique sera de permettre l'identification des meilleures pratiques dans les initiatives en matière de nouveaux usages numériques prises par les collectivités et de les diffuser à l'échelon national. Et puis dans le projet de loi numérique que j'ai préparé, il y a aussi des dispositions pour encourager les collectivités à inscrire cette question des usages pour celles qui ne le font pas encore dans les schémas d'aménagement numérique des territoires. Et puis les usages, qui dit usage, dit nécessaire accompagnement. Et pour ceux qui s'en souviennent, les espaces publics numériques ont été, à la grande époque, des lieux essentiels de rencontres et de découverte de l'informatique et des outils numériques. Aujourd'hui, ces lieux, ils se sont diversifiés, ils prennent toutes sortes de formes, les espaces de travail partagé, les Fab Labs, les tiers-lieux, les lieux de télétravail, etc. Il s'agit de les aider à, là aussi, trouver un modèle économique qui peut permettre leur maintien et leur développement et de les mettre en réseau, d'où le lancement prochain d'une plateforme sur Internet qui identifiera la totalité des tiers-lieux en France, des personnes qui travaillent dans ces lieux, et là aussi des meilleures pratiques pour créer un véritable réseau de la médiation numérique sur le territoire français. Alors, je vous ai parlé des tuyaux, je vous ai parlé des usages et des services. J'aimerais vous parler finalement du développement économique local par le numérique. Vous le savez mieux que quiconque, l'accès au réseau et aux services renouvelle les possibilités d'installation des entreprises dans les territoires ruraux. D'ailleurs, les acteurs du numérique ne l'ont pas attendu. J'en veux pour preuve ce que je constate dans le monde agricole. Les agriculteurs sont souvent les plus et les mieux connectés. Encore faut-il qu'ils aient une connexion. Rien que dans le Cantal, j'apprenais ce matin en allant à leur rencontre que 100% des télédéclarations, 100% des déclarations de demande de subvention de la PAC ont été faites en ligne, sont donc des télédéclarations. Mais au-delà de ça, le numérique et l'agriculture, ça sera de plus en plus le développement des objets connectés, des capteurs, du big data pour optimiser les exploitations. Eh bien, les technologies numériques, elles permettent aussi un meilleur suivi environnemental, par exemple en apportant des masses de données sur la pollution des sols, de la robotisation des instruments de traite à l'installation de capteurs dans les trémies des moissonneuses-batteuses, du traitement des données de masse. Il ne faut pas que ce soit uniquement Monsanto qui soit en capacité de le faire. Je crois qu'il y a des projets d'innovation possibles également dans notre pays pour mener des études, par exemple, prophylactiques, avoir aussi des outils d'aide à la décision, de la traçabilité des produits pour prendre en compte de manière individualisée les rythmes de lactation par puce électronique. Bref, la liste est très longue des possibilités offertes par le numérique, mais ces possibilités, elles sont bien trop souvent morcelées dans le monde rural. Et là aussi, l'État a un rôle à jouer pour faire de notre excellence agricole le fondement d'une excellence technologique. Alors, certaines des solutions d'un programme qui avait été lancé à Bercy, qui s'appelle la Nouvelle France industrielle, contribuent déjà à cela pour exploiter les agro-ressources par le développement de la chimie verte, pour le renouveau de la filière bois, par exemple. Mais leur mise en œuvre, elle ne passera que par la mobilisation du tissu économique local. Et puis, la French Tech, elle ne peut pas se passer de la ruralité et du secteur agricole. Alors, ce sont des métropoles qui ont été labellisées. Certains voulaient y voir une opposition entre le monde des villes et le monde des campagnes. Aucunement. Ce qu'on aurait peut-être dû labelliser, et c'est la réalité du terrain, ce sont des écosystèmes. C'est une dynamique locale qui est portée par des entrepreneurs, qui est portée
par des créateurs de start-up, d'entreprises innovantes et qui permet le développement économique de l'ensemble d'un tissu économique local. Eh bien, ce potentiel de création de valeur, de création d'emplois, il est très fort dans l'agritech, j'en suis absolument convaincue et je crois qu'en mariant agriculture et numérique, la France a là un potentiel très fort au niveau international. Donc cette vision que je veux défendre, c'est celle de sortir d'un débat technique, d'un débat technocratique autour du numérique. On me dit que au sein des collectivités, encore souvent, ce sont les DSI, ce sont les directions des services informatiques qui mènent le bal sur ces sujets. Bien sûr, les informaticiens sont essentiels à la mise en œuvre des politiques publiques, mais dans un premier temps, j'ai essayé de numériser un peu le monde politique. C'est pas chose facile, mais je crois que maintenant, il est temps de politiser le numérique. Politiser le numérique, ça veut dire quoi? Ça signifie en faire un enjeu politique d'égalité, de liberté, d'émancipation et de fraternité pour que le numérique il soit accessible dans tous les territoires et à tous. Alors, ça se traduit de manière assez concrète dans le texte que j'ai préparé, qui suit 3 chapitres. Le premier, c'est sur l'innovation, l'économie de la donnée, l'open data, l'ouverture des données publiques par défaut, en créant une mission de service public de la donnée, parce qu'il ne s'agit pas de décréter uniquement, mais il s'agit aussi d'accompagner les acteurs publics dans leur capacité à créer des formats lisibles pour permettre l'accès aux données publiques. Ça sera la création, en tout cas je l'espère, de données d'intérêt général à mi-chemin entre le privé et le public, des données que le grand public et les entreprises auraient intérêt à accéder, que ce soit les concessions d'autoroutes, les bailleurs sociaux, là aussi les possibles sont quasi infinis, et puis la protection des données personnelles qui doit être renforcée au niveau européen comme au niveau français. Et donc, il y aura cet aspect croissance-innovation, cet aspect confiance autour de la protection des données personnelles et finalement l'aspect inclusion-accessibilité pour les territoires et pour l'ensemble de nos concitoyens. C'est là une vision que j'estime cohérente et globale, très transversale du numérique que défend le gouvernement français. Il le défend à vos côtés et pour vous, parce que le numérique ne se décrète pas, l'innovation ne se décrète pas, elle naît localement. C'est la force et la richesse de nos territoires, qui sont une spécificité française. Quand je parle du bien manger, croyez-moi, j'ai habité 15 ans en Angleterre, je sais de quoi je parle. Quand je fais des déplacements partout dans les territoires ruraux en France, ce qui m'épate, c'est de découvrir leur diversité, leur spécificité. Eh bien, c'est cette communion des territoires autour d'un projet commun qui fait la force de notre pays et que je résume en 2 mots, la République numérique. Bon ruralitique. Merci.